Donc nous allons lancer notre débat. Nous sommes installés sur le Lab, je le redis encore pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc une demi-heure, nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour évoquer la place de la ruralité dans les politiques européennes, les programmes européens, quels programmes, quels fonds, quelles stratégies pour votre collectivité. Alors avec moi pour débattre du sujet, donc, nous avons Louise Bauger, chargée de programme à la DG Agri, la Commission européenne, Alain Vandrek, chargé de programme aussi à la DG Régio, et puis deux personnes très implantées dans les territoires, Thibaut Guignard, maire de Pleu-l'Hermitage, commune des Côtes-d'Armor, qui est président de Leader France, programme dont vous allez nous parler, monsieur Guignard, et puis Éric Crézel, aussi maire de Ceffonds, dans la Marne, commune de Haute-Marne, pardon, excusez-moi. Haute-Marne, commune de 650 habitants, et vous êtes vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Donc nous allons parler des programmes européens pour la ruralité, aussi dans une perspective post-2027, programme et budget de la Commission européenne qui a été présenté, les premières orientations en juillet, et qui ont créé aussi beaucoup d'interrogations et peut-être un peu d'inquiétude aussi pour tous les acteurs de la ruralité, pour redéfinir un peu les positions et les programmes de ce budget. Alors, justement, dans ce budget, on voit bien de nouvelles priorités, défense, sécurité, compétitivité, et aussi toujours vers la transition écologique. La question, quelle est la place de la ruralité dans ce nouvel équilibre budgétaire? C'est des questions que je vais poser à nos représentants de la Commission, et puis on verra avec ces messieurs de Pleu-l'Hermitage et de Ceffonds dans la Haute-Marne, comment justement ils appliquent les programmes et quelles sont leurs attentes aussi en fonction de ce nouveau budget. Je commence avec vous, monsieur Crézel, monsieur Van Reyck de la DG Régio. Dans ce programme, dans ce budget présenté par la Commission européenne, quelle a été la préoccupation par rapport aux collectivités et la ruralité? Quelle place pour et on parlera tout à l'heure aussi des plans nationaux, régionaux. Okay. Allez-y, vous pouvez parler. Est-ce qu'on m'entend? Oui, okay. Bien sûr. Bonjour à tous d'abord. Alors, la place de la ruralité est une place qui est à traduire dans les territoires. Je pense qu'il y a une notion qui est importante dans la nouvelle proposition. Et je le répète encore, ce que j'ai dit ce matin, cette proposition n'est pas encore adoptée. Elle est en cours de discussion, en cours de négociation. Et c'est le moment d'en discuter, le moment de se mobiliser si on a des choses à faire passer. Et je pense que depuis ce matin, j'entends parler de territoire, j'entends parler de ruralité, j'entends parler de communes, d'urbain, j'entends parler de beaucoup de choses. Les fonds européens sont à disposition et ne sont pas extensibles, donc effectivement, il y aura des choix à faire. Alors, le choix qui a été posé, c'est de faire une proposition en juillet qui a suscité certaines peurs, effectivement, et qui a suscité aussi énormément de réactions. Il y a déjà eu pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps, notamment au niveau du Parlement européen, qui a demandé à la Commission d'affiner sa proposition. Et cet affinement, je ne sais pas très bien comment on pourrait dire ça, va en direction des territoires. Je pense que le mot-clé dans la proposition, c'est territoire. Alors, est-ce que ce territoire sera urbain ou non urbain? Je pense qu'il y aura les deux choses. On le fait jusqu'ici, il y a les deux éléments dans la politique actuelle, mais je pense qu'il ne faut pas s'attacher spécialement à un mot urbain ou non urbain, il faut s'attacher vraiment à une notion de transversalité des fonds. Et certainement au niveau du FEDER, qui ne s'appellera plus FEDER, c'est autre chose, mais dans la cohésion, vous irez chercher des fonds, vous irez chercher des moyens, vous irez faire rentrer les projets au sens large. Pas uniquement sur la politique urbaine ou non urbaine, mais aussi sur la politique de transition, la politique du pacte vert, où la rénovation énergétique intervient, et elle intervient en ville comme elle intervient dans des zones non-villes. Donc il faut vraiment le voir au sens large, aller chercher des opportunités là où elles sont. Très bien. C'est peut-être sur cette notion de transversalité qui est sans doute une notion d'ouverture, parce que la Commission souhaitait un budget aussi plus souple et plus capable de répondre mieux aux crises. Cette notion de transversalité qui a créé aussi un peu d'interrogation. On va parler aussi de la politique agricole commune avec vous, Louise Bauger. Alors, avec l'agriculture, avec la DG Régio, la politique de cohésion, on a là les 2/3 du budget européen. Hein. Vous avez entre vos mains les 2/3 du budget européen, donc on est dans une notion assez importante. La DG Agri aussi, quelle place en fait dans cette nouvelle proposition pour... là, vraiment, on est dans la ruralité pour l'agriculture. Oui. On est moins dans l'urbain. Du coup, oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de comment la PAC est prévue d'évoluer, en tout cas dans la proposition.
On ne parle plus du FEADER comme on connaît pour le développement rural. Il y a une fusion des fonds. Mais je pense que c'est important de souligner au moins d'abord la structure. Donc on retrouve dans les plans nationaux et régionaux une partie pour la PAC et ce qu'on appelle l'aide aux revenus spécifiquement qui est sanctuarisée. Donc par exemple pour la France c'est 50,9 milliards sur 80 et quelques, je me souviens plus, 84 je crois. Donc là on retrouve quand même principalement des mesures pour l'agriculture. Mais justement, c'est important de faire passer le message que ça ne veut pas dire qu'on oublie le développement rural. Le développement rural reste une priorité. C'est juste qu'il se retrouve en dehors de cette enveloppe sanctuarisée, avec quand même une obligation des États membres de proposer les mesures comme leader, de coopération, d'innovation. Et elles sont bien présentes dans cette proposition. Donc la ruralité reste une priorité, mais je vais un peu rejoindre ce qu'Alain a pu expliquer. C'est que de voir ça de manière plus large. En fait, souvent, en parlant avec les autorités régionales, il y avait aussi parfois des projets qui se retrouvent entre les deux politiques. Quand on parle de développement rural, c'est aussi du développement régional. Donc, plutôt de voir comme... je pense que c'est important de se dire, en fait, c'est une opportunité pour faire des projets qui peuvent répondre à plusieurs objectifs et d'utiliser ces fonds-là de manière plus optimale et efficace. Et donc avoir un seul guichet pour ces fonds européens plutôt que d'un côté le FEADER, de l'autre côté le FEDER. Voilà, je pense que c'est un peu ce côté de simplification tout en n'oubliant pas les obligations quand même des États membres à présenter et pour mentionner quand même, donc ça c'est plus récent. Il y a eu la proposition en juillet, mais la présidente a fait des ajouts la semaine dernière pour la ruralité qui sont quand même très importants, qui mettre en avant l'attachement. C'est déjà donc en dehors du budget PAC, les États membres vont devoir dédier 10% de leur budget à la ruralité et pour aussi un peu expliquer, vont devoir faire une stratégie, on va dire territoriale, de comment ils comptent utiliser cet argent pour le développement rural. Donc voilà quelques éléments qui vous donnent une idée dans cette proposition où la ruralité reste centrale pour la Commission européenne. On y reviendra tout à l'heure peut-être. Les questions de simplification et aussi de résultats, c'est un peu ce que vous voulez dire tout à l'heure. Monsieur Guignard, président de Leader France, excusez-moi. Donc vous allez nous dire aussi ce qui est Leader peut-être, pour brièvement. Et puis quelles sont vos attentes justement par rapport à ce nouveau budget. Là, vous commenciez à dire que vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait Louise Boger. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la question de la transversalité. Et je souhaite alerter les maires ruraux sur le fait que cette approche transversalité, le lien urbain-rural, etc., c'est un piège à con et c'est les territoires ruraux qui seront perdants. C'est-à-dire que les dispositifs européens, ce sont des dispositifs qui sont complexes au niveau européen, mais aussi au niveau français, parce qu'on a une capacité en France à surtransposer, à complexifier les choses, les circuits de gestion, les circuits d'instruction. Ce qui veut dire que les territoires ruraux n'ont pas accès au FEDER. Ils bénéficient du FEDER. Quand on fait une ligne LGV, ça dessert les territoires ruraux. Lorsqu'on déploie le numérique avec l'aide du FEDER, ça irrigue les territoires ruraux. Mais une commune de 600 habitants ne peut pas faire une demande de subvention FEDER. Ce n'est pas possible. Donc les territoires ruraux, pour une question administrative et d'ingénierie, donc les territoires ruraux, ils ont besoin d'outils adaptés. Pour des subventions dans Leader, c'est 30 000 € en moyenne. Et donc, ils ont besoin d'outils adaptés, simplifiés, pour pouvoir y avoir accès. Et la deuxième chose, c'est que les autorités de gestion régionales, elles se retrouvent tous les mois en réunion avec les présidents des intercos, et ils parlent de leurs sujets urbains, et ils se répartissent les fonds européens autour de leurs sujets urbains, et à aucun moment, ils parlent de ruralité. Donc, ceux qui ont déjà beaucoup d'argent bénéficient des fonds européens. Donc, on continue à tartiner la tartine de ceux qui ont déjà de l'argent. Et les territoires ruraux qui sont les plus pauvres, eux, ils ne sont pas invités à ces tours de table. Donc, c'est très beau sur le papier, la transversalité, un seul outil, etc. Mais ça ne marchera pas, en tout cas en France, par rapport à notre organisation territoriale et par rapport au manque d'ingénierie dans les territoires ruraux. Donc, il faut des dispositifs spécifiques pour les territoires ruraux avec des procédures administratives adaptées
à la réalité de nos communes rurales qui ne peuvent pas avoir l'ingénierie que va avoir une métropole ou une région pour mobiliser plusieurs millions d'euros de FEDER. Okay. On y reviendra tout à l'heure justement sur la question d'ingénierie et peut-être de simplification ou de lien peut-être, parce que la crainte c'était ça, c'est que le lien entre Bruxelles, si je puis m'exprimer ainsi, et le plus proche du territoire soit un petit peu rompu à travers les plans nationaux. Monsieur Crézel, donc vous êtes maire d'une petite commune. Je sais pas, aussi, quelles sont vos attentes, vous aussi, demain, par rapport au nouveau budget européen, et peut-être un petit retour d'expérience aussi par rapport à ce que vient de dire monsieur Guignard. Allez-y. Bonjour à tous. De toute façon, donc on a co-signé entre les associations d'élus un problème par rapport à c'est justement cette révision de la gestion des fonds. Et qu'effectivement, moi je ne suis pas dans toutes ces mécaniques, mais effectivement je pense qu'il faut faire attention à ces questions-là, il faut faire attention aux problèmes administratifs et il faut faire attention à la simplification. Donc ça je pense que c'est important. Mais ce que je voulais signaler, donc peut-être deux choses. Ce qui est important, c'est que dans la déjà dernière mouture était intégrée dans la PAC la question des services publics dans le monde rural. Et déjà, il faut, je sais pas, d'un moment, il faudrait préserver ces budgets, parce que le monde rural, c'est le développement, c'est les projets des communes, mais c'est aussi les services publics. Et donc, voilà, je pense qu'il faut déjà garder ces fonds-là, alors après, on les appelle autrement, on les met dans des questions fongibles, mais par contre, le nombre de milliers d'euros, il faut les garder pour les services publics de proximité. Et donc, je pense qu'il faut faire très très attention à cette question-là. Après, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, au bout du compte, Thibaut Guignard me contredira, on verra, mais en fait, au niveau leader, c'est les tout petites sommes, donc effectivement, qui correspondent très bien à la ruralité. Mais si on prend une autre question, qui est la transition écologique, 88% du territoire est rural. Donc on est porté par les petites collectivités, mais par contre, c'est là où ça va se faire, et où des sommes très très importantes devraient être mises en investissement sur ces territoires. Et là, le problème, c'est que, y compris pour vous, c'est d'avoir les bons interlocuteurs. Parce que, évidemment, disons, sur une vue un petit peu simpliste, vous savez ce que les maires ruraux ils pensent de l'intercommunalité, la loi NOTRe, qu'on appelle la vôtre, quand on rencontre quelqu'un du gouvernement, parce que nous n'étions pas d'accord sur les grandes intercos et ces sujets-là. Mais par contre, donc voilà, il faut que maintenant, je pense qu'effectivement, OK pour réfléchir, OK pour... vous avez raison sur la question de la transversalité, parce qu'il y a des sujets qui étaient intermédiaires et qui ne rentraient pas dans les cases et qu'il faut les faire, ces projets-là, pour la ruralité. Mais donc, par contre, il faut quand même qu'on ait des vrais enjeux. C'est-à-dire il y a des vrais enjeux, des sommes très très importantes, et qui donc doivent être complémentaires à tous ces, excuse-moi de dire ça, mais un peu des petits projets leaders, comme de l'ordre de 30 000 euros ou un peu plus, 50 000 euros, mais qu'à un moment on a des gros projets d'investissement sur la transition écologique et donc sur les questions de mobilité. Et donc il faut que nous on y soit, parce que là aussi la mobilité, d'une autre façon, excusez-moi j'arrête là-dessus, la question de la mobilité, c'est que la mobilité c'est souvent réfléchi par des gens qui habitent en ville. Et donc, vous vous rappelez l'histoire des voitures et tout ça. Donc, il y a une vraie question. Et nous, on a besoin de ça. Si on a besoin de faire des circuits touristiques, ce qui est le cas en Haute-Marne, pour ceux qui connaissent, il y a deux lacs. Il y a un lac dans l'Aube qui s'appelle la Forêt d'Orient. Il y a un lac du Der. Moi, j'habite entre les deux. Hein. Donc là, il faut des pistes cyclables qui servent à la fois pour les touristes, mais à la fois pour les habitants, pour les travailler. Et donc, il faut qu'on soit autour de la table. Si on n'est pas autour de la table et qu'on n'a pas des fonds structurants Ça, M. Van Reyck peut peut-être vous répondre. Des pistes cyclables. J'arrête là-dessus. Excusez-moi. Vous disiez tout à l'heure, Thibaut Guignard disait on n'a pas accès au FEDER. Vous avez dit, j'ai l'impression que vous n'étiez pas trop d'accord. Mais les pistes cyclables, le FEDER accompagne aussi le développement de la transition de la mobilité aussi, on est d'accord. Absolument. Moi, je ne serais pas d'accord avec monsieur qui n'est pas d'accord. En fait, je pense qu'il y a quand même plusieurs choses. Les négociations commencent bien. Voilà, tout à fait. Non, je crois qu'il faut... Il ne faut pas faire de procès d'attention. Il faut se baser sur ce qui a déjà été fait et certainement consolider ce qui a été fait. On ne peut pas dire que ce qui arrive sera nécessairement destructeur de ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien quand même revenir sur certaines choses qui ont été faites. Ça fait 9 ans que je travaille sur le FEDER en France. J'ai été dans plusieurs régions de France où j'ai inauguré pas mal de projets de très très petites structures, qu'elles soient privées, qu'elles soient des entreprises,
qu'elles soient des entités communales. Pas plus tard qu'il y a un mois d'ici, on a eu le témoignage d'un projet tout près de Grenoble, commune de 5-6 000 habitants, je pense, où ils avaient fait la rénovation énergétique d'un bâtiment communal qui servait à la fois de salle de fête, qui hébergeait la police, qui hébergeait d'autres services dont j'ai oublié l'utilité. Donc ces projets sont possibles, et où je suis d'accord avec vous, monsieur, il y a quand même un élément où on est d'accord, c'est que c'est effectivement difficile pour une petite structure de monter un programme FEDER. Donc ce qu'il faut, c'est que cette petite structure aille chercher le conseil là où il se trouve. Et il se trouve au niveau de l'autorité de gestion, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'elle soit d'une entité politique qui est la même ou pas. Mais c'est l'autorité de gestion qui a le rôle d'amener ces projets. On a dans la programmation actuelle 21-27 un objectif stratégique qui s'appelle l'Europe plus proche des citoyens, où les projets doivent venir du terrain vers l'autorité de gestion et pas l'inverse. C'est leur rôle de défendre ces projets et dans pas mal de cas, je trouve qu'ils le font très bien. Je voudrais aussi rassurer par rapport au futur. J'ai entendu souvent parler de centralisation des fonds, de centralisation du FEDER ou de la politique de cohésion, ou quelle que soit la manière dont on l'appelle. Il n'est pas dans l'intention de la Commission de centraliser la gestion des fonds. Il y a une proposition d'un montant global pour chaque État membre qui est sur la table, qui est défini. Mais, et on l'a rappelé encore hier aux autorités de gestion à Lille, la gestion reste avec les autorités de gestion. La méthode de gestion des fonds structurels restera la même. Le risque, effectivement, c'est que sur cette enveloppe globale, au niveau de chaque État membre, il y a une décision qui soit de dire on va plutôt aller vers tel ou tel style d'anciens fonds. Agriculture, cohésion, fonds social. Là, il y a peut-être effectivement une discussion à avoir, et c'est pour ça que je disais au début, ce n'est pas figé, c'est des choses à discuter, tant au niveau de la Commission qu'au niveau de l'État membre. Concrètement, après je reviendrai vers vous, excusez-moi Louise, mais vers Monsieur Thibaut Guignard, concrètement, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a beaucoup de transversalité et des fonds qui sont un peu remis ensemble, les programmes type comme le FEDER, ça s'appellera peut-être plus le FEDER, mais il persiste, Leader, Life, tous ces programmes, le FEADER, tous ces programmes-là continuent à vivre et à exister. En tout cas, pour ce qui concerne le FEDER, le FSE et le FEADER, ce sont des programmes qui vont continuer à exister. Comme vous dites, ce n'est pas le même nom, c'est la politique de cohésion et la politique agricole qui continuent à exister. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans la proposition qui a été faite au mois de juillet et les enveloppes qui ont été mises à disposition des États membres, et en tout cas pour la France, si vous calculez l'ensemble des programmes qui existent aujourd'hui et que vous voulez transposer sur la nouvelle proposition, le budget est le même. Mais cette répartition reste à définir. Je revenais vers vous, Monsieur Guignard, parce que vous, à travers les leaders, vous gérez, enfin vous chapeautez aussi l'EGAL. Hein, c'est à travers l'EGAL 308, me semble-t-il, il y en a en France, si j'ai bien lu. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un terrain qui soit actif et dynamique pour pouvoir remonter des projets. Est-ce que c'est difficile comment vous les accompagnez? Et la question d'ingénierie aussi, telle que vous la posez. Alors quand je disais qu'il fallait tout à l'heure des outils qui soient adaptés aux territoires ruraux, c'est notamment ces outils de groupes d'action locale qui, sur le terrain, basés sur une stratégie locale de développement co-construite par les acteurs du territoire, gèrent les fonds européens. Aujourd'hui, on a des territoires qui sont à la fois GAL pour le programme Leader, mais qui sont aussi gestionnaires d'une enveloppe de FEAMPA, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui peuvent gérer une enveloppe de FSE, qui peuvent gérer l'objectif stratégique 5 du FEDER, mais sans vouloir répéter ce que je disais tout à l'heure, vous avez pris un exemple de projet financé par le FEDER sur son objectif territorialisé à Grenoble, sauf que comme l'OS5 il n'est pas obligatoire, eh bien vous avez des régions comme la Bretagne et l'Île-de-France qui n'ont pas mis en place l'objectif stratégique 5 du FEDER. Ça montre bien que si on n'a pas des outils, j'allais dire imposés, c'est-à-dire prévus dans les règlements depuis Bruxelles, eh bien les autorités de gestion feront pour certaines le choix de concentrer sur l'urbain et de ne même pas utiliser les outils qui leur sont proposés. Combien d'entre elles utilisent le DLAL FSE? Combien d'entre elles n'utilisent pas l'objectif stratégique 5 du FEDER? On le sait, elles sont 2. Donc ça crée en plus une équité au niveau régional, d'où l'objectif de valoriser ces démarches territoriales. Alors effectivement, est-ce qu'elles s'appelleront Leader ou DLAL ou autre chose? L'objectif, c'est qu'il reste une part du budget qui soit territorialisée, parce que si on ne veut pas que les régions
et les grosses agglomérations siphonnent tous les fonds européens, il faut qu'on ait des démarches territorialisées. C'est la seule solution. Sinon, il ne restera plus rien pour les territoires ruraux. Et c'est aussi l'expérience d'un maire qui vous parle, pas uniquement de l'expérience de leader, c'est l'expérience d'un maire. Je vois comment ça se passe dans l'organisation territoriale française. Mais encore une fois, je peux être d'accord avec vous sur le choix d'un outil qui soit adapté aux petites entités, qu'elles soient publiques ou privées du reste. Par contre, la mobilisation ou non de l'OS5, ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, l'OS5 n'est pas obligatoire, comme vous l'avez dit. Il est pratiquement utilisé partout en France. Mais il y a des États membres qui n'utilisent absolument pas, il n'est même pas dans leur programme, nulle part. Tous les États du Nord ne font pas d'OS5. Pourtant, ils répondent aux mêmes obligations en matière d'urbanité et en matière de ruralité que les autres. Ils ont des actions, ils ont des projets ruraux et non ruraux dans tous ces États membres. S'attacher uniquement à un OS5 qui est finalement un outil parmi d'autres, ce n'est pas suffisant. On rentre dans la technique. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez aussi partager ou poser des questions à vos intervenants, condition que vous soyez très concis, hein, on est d'accord ? Il n'y a pas de souci. Et vous vous présentez ? François Colonna, j'ai été élu. Et je voulais saluer l'intervention de Thierry Guignard, de Thibaut Guignard, excusez-moi, de Thibaut Guignard. Et c'est ce qu'on voit, puisque moi je suis originaire de Corse. Il y a eu effectivement des travaux importants en Bonifacio, fonds FEDER, sur une piste cyclable 3 millions d'euros. Et c'est une des 3 communes riches de la circonscription, 50 millions d'euros de budget. Et donc quand il parlait, vraiment, je pense que peut-être faudrait-il, pendant un temps, couper les financements aux communes les plus riches pour que les communes les moins riches en bénéficient. C'est une proposition choc. Je vous donne la parole. Juste rapidement, mais peut-être que tu allais en parler, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura, dans la proposition, il y a aussi une obligation de dédier un certain montant du budget aux régions les moins défavorisées. Donc c'est une manière aussi de s'assurer que les fonds reviennent à ces régions-là, que ce soit les villes, les communes, etc. Donc quand même, on pense à ces choses-là, où on n'oublie pas complètement ces régions qui ont plus besoin de fonds. Donc je pense que c'est important. Mais Alain... Alors, surtout à travers la PAC. Il y a un volet ruralité qui est quand même important à travers la politique agricole commune. Oui, sur lequel il y aura des objectifs, alors, si j'ai bien compris Il y aura, en fait, c'est là où ça évolue un petit peu, parce que les outils clés de la PAC qui travaillent sur le développement rural seront conservés. Elles sont déjà dans le règlement, donc on parle d'obligation. Là, il y aura une obligation aux États membres de financer des mesures de développement rural au sein des plans nationaux et régionaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, parce qu'on entend aussi que la ruralité est oubliée dans la nouvelle future PAC, ou en tout cas dans la proposition. Mais pour moi, c'est pas le cas. C'est là, il n'y a pas de doute que ça soit leader, par exemple, qui est bien présent et bien dans le règlement. Et juste, je rappelle, même je me répète, mais je pense qu'en termes de s'assurer que le budget va vers la ruralité, justement, c'est une des propositions qui s'est faite récemment, où 10% du budget doit être alloué à la ruralité. Donc c'est des garde-fous qui sont là, qui permettent de s'assurer que quand même pas tout l'argent va à l'urbain, pas tout l'argent va aux communes les plus riches ou les villes les plus riches. Donc voilà, quelques garde-fous en exemple. Je voudrais que vous vouliez rebondir. Juste très rapidement, il y a une région en France qui a limité ses accès à des villes de moindre importance, en tout cas au niveau de population. Ça a fait énormément de bruit aussi. Donc quel que soit le choix qu'on fait, je pense qu'on est finalement toujours un peu critiqué. Oui, merci pour vos interventions. Samuel Pinon-Maduon, donc moi je suis une ONG du vélo en Europe et en France. Donc je remercie l'Europe, parce qu'en fait c'est par les fonds Interreg en effet que le développement du vélo, dont la Vélo-Voie des Lacs que j'ai créé il y a 25 ans entre l'Aube et votre département. Mais le point que je veux indiquer, c'est que la ruralité, on vient de la Mayenne, on vient de zone rurale, on a fait Eurovélo 100 000 km en 30 ans. On est spécialiste de l'évaluation, mais on n'a jamais été vraiment évalué. Donc le point, c'est de conserver l'évaluation pour pouvoir être protégé des structures urbaines avec une ingénierie lourde qui, même au sein des leaders, dans l'égal, avec l'intégration des villes dans les leaders, nous détournent nos fonds, même de nos projets ruraux mayennais qui sont détournés dans des grosses métropoles autour de nous.
Et il y a des gens qui sont administrateurs ou trices d'égal et qui sont complètement urbains. Donc protéger le rural et garder l'évaluation comme facteur clé. Je suis un ancien évaluateur de politique agricole européenne il y a 30 ans, mais gardez-le parce que ça commençait à marcher, ça commençait à être simplifié un peu. C'est dommage que ça change. Merci pour les interregs qui permettent les grands projets, au-delà des leaders qui sont le cœur des zones rurales. Merci et bien sûr à Thibault. Évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire on rentre aussi dans la culture du résultat aussi un petit peu, non? C'est un peu ce que souhaite aujourd'hui la Commission, c'est des fonds dédiés. On n'est pas tellement sur les moyens que sur ce qu'on obtient au final. Oui, il y a aussi la méthode d'évaluation qui sera différente. Donc, dans ce qu'il y a dans la proposition aujourd'hui, c'est qu'on s'oriente vers quelque chose qui est plus vers des résultats et vers des atteintes de cibles que du remboursement par facture et par avancement. C'est justement une des mesures de simplification qu'on essaie d'avoir et pour faire avancer les programmes beaucoup plus vite. Parce qu'on a des retards pour le moment sur l'implémentation, on est en train de les rattraper sur 21-27. On est aujourd'hui en fin 2025 et on a des programmes qui vont devoir commencer en 2028 alors qu'on n'a pas encore des règlements fixés. Il va falloir aller très vite. Un des moyens d'aller vite, c'est justement de sortir de ce système d'évaluation qui était un peu lent et d'avancement qui était lent en proposant une évaluation. Mais on continuera l'évaluation, effectivement, il n'est pas question de ne plus avoir de résultats et de ne plus avoir des indicateurs. On verra comment ça marchera. Alors, on a une petite indication avec le plan de relance. On verra ce que ça donne. Je reviens vers vous, Eric Crézel, peut-être si on avance pour demain, puisque vous êtes maire d'une petite commune, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Quelles idées vous pourriez avoir pour dire comment est-ce qu'on rapproche justement, comment est-ce qu'on discute mieux peut-être avec les institutions européennes et la ruralité? Comment rapprocher les deux environnements? Comme tous les projets, à mon avis, il faut partager le diagnostic. Et c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que la ruralité, c'est 88% du territoire, 33% des habitants. Et donc, il y a un moment, il faut qu'on fasse le lien entre ça et les fonds. Pour reprendre un peu ce que disait le monsieur tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des choses simples comme ça. Moi, je ne suis pas expert de comment ça marche. Mais je pense qu'il faut qu'on ait déjà cette question qui soit là, des questions des proportions. Voilà, premier sujet. Et le deuxième qui a été abordé, c'est la question de l'accessibilité. La communication et de l'accessibilité. Et ça, c'est une vraie question. Et c'est la question... Alors, je ne vois pas qu'on vous la renvoie qu'à vous. J'ai parlé tout à l'heure de l'intercommunalité, mais la question de l'organisation, de l'ingénierie, c'est une question qui se pose dans nos communes tous les jours et sur différents sujets. Parce qu'on a besoin d'accompagnement. Vous parliez tout à l'heure de l'écart avec les fonds européens. Moi, par exemple, je vis la question des PVD, Petites Villes de Demain. Donc on est un village, on est à 2 km d'un centre-bourg. Le centre-bourg, ils ont un chargé de mission qui leur développe les projets, qui demande des fonds européens, etc. Et nous, si on veut faire quelque chose, sachant que c'est la même commune, on a le même axe vélo, on a le même axe routier, les mêmes inconvénients, etc. Et nous, on n'a pas d'aide. Nous, si moi je veux faire quelque chose, je passe mes nuits à faire les dossiers et point. Et donc ça, je pense que voilà, c'est un peu les deux choses que j'aimerais bien que partager avec vous. C'est la proportion, les proportions. Rural, espace rural, parce que l'espace rural, c'est presque le même en France qu'ailleurs. Hein. Je crois qu'en Pologne, c'est 80 et quelques. L'espace européen est à 80% rural. Donc voilà, mais ce n'est pas ça le facteur. On sait que les habitants, si on répartit les habitants, on ne parle pas du tout les mêmes proportions. En matière de superficie de territoire, en matière de population... Mais je pense qu'on... alors c'est valable pour l'Europe, mais c'est valable... En fait, on a copié pour l'Europe ce qui se passe pour la dotation, les dotations de fonctionnement, etc., dans les communes, que fait l'État français, c'est calculé au nombre d'habitants. Et ça ne va pas. Parce que si je pense que la ruralité, on parlait tout à l'heure au niveau de l'agriculture, qui dit agriculture dit aussi espace, forêt, etc. Si les gens respirent, c'est parce qu'on a des forêts dans le monde rural. Si les gens, la région parisienne, 80% de l'eau de la région parisienne vient de la Seine et de la Marne, donc où j'habite. Donc voilà, il faut qu'on... Il y a des gens qui sont autour, qui s'occupent de tout ça. Donc nous, il faut qu'on ait cette rémunération par rapport à ça. Et moi, je serais plus sur les grands équilibres. Ce que je reprocherais, voilà, donc c'est pas un reproche, c'est ce que je voudrais qu'ils soient intégrés en fait. C'est pas un reproche, je voudrais qu'ils soient intégrés à ces questions-là. C'est la question des proportions et la question de l'accompagnement.
Monsieur Guignard, justement, vos idées, je pense que vous avez commencé à discuter avec les institutions et à faire des propositions aussi. Comment est-ce qu'on garde ce lien? Parce qu'à travers les plans de partenariat nationaux, régionaux, il y a aussi cette crainte pour les collectivités locales et la ruralité d'être coupées aussi des institutions. Comment est-ce qu'on discute les yeux dans les yeux et comment est-ce qu'on maintient ce lien? Puis peut-être aussi une proposition, comment on arrive à dédier aussi de l'ingénierie pertinente aussi aux petits projets. L'ingénierie pertinente pour les petits projets, elle est disponible dans tous les territoires ruraux de France et d'Europe, grâce justement à l'ingénierie leader financée par l'Union européenne. Seulement aujourd'hui, en France, je précise, nos animateurs et gestionnaires leaders sont tellement englués dans les complexités administratives qu'ils n'ont plus le temps de faire vraiment du développement local et de l'animation territoriale. Ils font du montage de dossiers administratifs. Et donc il faut absolument qu'on simplifie, mais là, une fois de plus, les États membres, et notamment la France, ont leur grande part de responsabilité, et pas que l'Union européenne. Donc comment est-ce qu'on peut garder ce lien entre les territoires et les dispositifs européens? Parce qu'en fait, l'Union européenne, elle se concrétise dans les territoires ruraux à travers 2 programmes, Erasmus+ et Leader. Quand on demande aux ruraux, et notamment aux maires, qu'est-ce qu'ils connaissent comme programme européen, c'est Erasmus+ et Leader. Donc il faut continuer aussi à incarner l'Union européenne dans tous les territoires et qu'on continue à avoir des panneaux, ici l'Union européenne a financé, l'Europe s'engage, etc. Donc pour ça, il faut que dans le PPNR, on ait un outil territorialisé. Peut-être, alors là je vais aller un peu dans votre sens, peut-être un seul outil territorialisé, quel que soit le type de territoire, mais qui dans la stratégie locale de développement prévoit en fonction des spécificités du territoire. On a des territoires ruraux qui sont périurbains, on a des territoires ruraux qui sont littoraux, on a des territoires ruraux qui sont montagnards, et on a même des territoires ruraux qui sont périurbains, littoraux et montagnards dans les Outre-mer. Donc on pourrait imaginer avoir un outil territorialisé. La question, excusez-moi de parler des questions qui fâchent, mais la question, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on peut citer leader dans la communication de la Commission du mois de juillet, mais s'il n'y a pas un pourcentage dédié, eh bien, il n'y aura pas de fonds qui arriveront dans les territoires. Donc il faut aussi qu'il y ait un pourcentage qui soit vraiment attribué à ces démarches territorialisées, même si, une fois de plus, les autres fonds bénéficient aussi aux territoires ruraux. J'ai pris des exemples tout à l'heure, mais le FSE qui finance un chantier d'insertion dans un territoire rural, il finance le développement rural. Mais il faut aussi qu'on ait des outils territorialisés, adaptés aux projets qu'on dit petits et qui sont pourtant ô combien importants dans nos territoires, lorsqu'on rénove une salle des fêtes, un foyer des jeunes, qu'on organise un festival culturel, etc. Il faut qu'on ait toujours cet outil territorialisé. Donc, un outil territorialisé, un montant minimum satisfaisant, ou un pourcentage minimum satisfaisant, et puis une simplification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander le même niveau d'exigence administrative à un projet qui bénéficie de 30 000 euros de leader qu'à un projet qui bénéficie d'1 million d'euros de FEDER. Le risque de mauvaise utilisation de l'argent est quand même beaucoup plus faible. Donc si le risque est plus faible, eh bien la charge administrative doit être allégée. C'est aussi remettre de la confiance, justement, oui. Parce que aujourd'hui, avec les fonds européens, avec l'exigence de transparence et de bonne utilisation des fonds, et en raison de toute la chaîne administrative française, les conseils régionaux, l'ASP, etc., lorsque vous faites une demande de subvention, vous êtes présumé coupable de vouloir mal utiliser les fonds européens. Alors que je ne connais pas un maire qui, lorsqu'il va demander une subvention pour rénover sa salle des fêtes, va garder des pots de peinture pour faire son séjour ou son bureau à la mairie. Mais aujourd'hui, on a vraiment le sentiment d'être présumé coupable de vouloir mal utiliser les fonds au départ. Donc moi, je dis qu'il faut remettre de la confiance, mais la confiance n'empêche pas le contrôle. Et en cas de contrôle et de mauvaise utilisation des fonds, reversement de 100%, voire même avec une pénalité. Mais il faut qu'au départ, a priori, il y ait une confiance entre l'autorité de paiement, l'autorité de gestion et les porteurs de projets. Très bien. Allez-y, monsieur. Ce sera le mot de la fin, parce que malheureusement, ça va très vite. Mais ok, mais justement, je crois qu'il y aura un bon mot de la fin pour la suite. 3 éléments peut-être pour vous répondre, monsieur. Je pense que les financements doivent être effectivement inscrits. Et je pense qu'il y a une évolution qui est déjà entre la proposition de juillet et la situation après Parlement d'il y a quelques jours. C'est qu'on commence aussi à rattacher des éléments à la transition. Et c'est déjà un élément. Deuxième élément,
Je pense qu'il va falloir, et en fonction de ce que vous venez de dire, ça me paraît très important, il faudra qu'on rédige correctement ce qu'on va faire comme document, qui s'appelle PNR ou qui s'appelle autre chose en aval de ce PNR, comme on a fait un accord de partenariat en aval du règlement FEDER. Je pense que c'est là-dedans qu'on devra précisément dire ce qu'on veut faire en France et ce qu'on veut faire sur les territoires français. Et pour le mot de la fin, il faut restaurer de la confiance et restaurer de l'audace, y aller, vouloir faire des projets. Merci. La confiance et l'audace, ça me semble une bonne... un beau... L'audace, les maires ruraux n'en manquent pas, on Ouais, demande je doute juste pas. à ce qu'on nous fasse confiance, n'est-ce pas mon cher Eric? Ben voilà, vous terminez sur un beau temps d'entente, c'est parfait. Mais on a quand même le sentiment que vous parlez chacun des mêmes projets, de la même chose. Simplement, effectivement, ce sera peut-être dans les écrits et dans les choses un peu fines sur lesquelles il faudra s'entendre. Mais sinon, on a quand même le sentiment que vous êtes sur les mêmes chemins. Merci, audace et confiance. Merci de votre attention.